Bonjour ou bonsoir tout le monde, je suis la Rieuse et je vous emmène en voyage vers le Moyen-Orient. Nous sommes aujourd'hui le 10 août 2020, date du centenaire du traité de Sèvres. Le traité de Sèvres est le premier vrai jalon de l'ingérence occidentale au Moyen-Orient et explique en grande partie les guerres et les conflits de ces dernières années. Et pour le comprendre, il faut comprendre la Première Guerre mondiale dans cette région-là du monde. À la suite de la déclaration de guerre, l'Empire ottoman se rallie à l'Allemagne de Guillaume II et à l'Empire austro-hongrois. Pour les Arabes musulmans, c'est le moment de la rébellion contre les Turcs. Et un grand chef de guerre, l'émir Faisal, sort du lot. L'entente, composée de la France, de l'Angleterre et de la Russie, décide de se rallier à lui. Et le Royaume-Uni envoie un de ses jeunes officiers en qualité d'agent de liaison, le fameux Lawrence d'Arabie. Il y a aussi dans la même région le capitaine français Collet qui tient le même rôle. Les Anglais font des promesses à Faisal qu'ils ne tiendront pas. Alors que Faisal rêve de réunifier le peuple arabe musulman sous une seule et même bannière, mais c'était sans compter les ogres français et anglais qui prendront possession sous mandat d'une grande partie du Moyen-Orient. L'Occident a en effet peur d'un monde arabe réunifié qui, avec les ressources locales, deviendrait un véritable empire fort économiquement parlant. Ils créeront donc des pays éparses et divisés. L'Irak, la Transjordanie et la Palestine reviendront à l'Angleterre. La Syrie et le Liban à la France. Bien sûr, ces frontières seront tracées au crayon et à la règle sur une carte sans prendre en compte les familles et les peuplades locales qu'on diviserait. Ces frontières ne sont pas naturelles. Ces frontières ne sont pas naturelles comme le sont les nôtres. Et cela facilite les instabilités qui conduisent aux guerres. Le traité de Sèvres prévoyait aussi un pays pour les Kurdes, mais cette motion ne sera jamais acceptée par les Turcs. Les Turcs réussiront aussi à grappiller une petite partie du nord de la Syrie lors du traité de Lausanne en 1923, après leur victoire contre la Grèce. Quant à l'Iran, le pays étant neutre pendant la guerre, il s'en sort plutôt bien, même si l'installation des Occidentaux fait craindre au pays leur ingérence et une possible invasion. La deuxième grosse ingérence proviendra de la Seconde Guerre mondiale, avec notamment la guerre anglo-irakienne d'avril et de mai 1941, mais aussi l'invasion de la Syrie, appelée Opération Exporteur, qui permettra aux Français libres du général de Gaulle de s'illustrer face aux vichistes aux côtés des Anglais lors des opérations militaires vers Damas et Alep. Pour les Alliés, il fallait à tout prix protéger le canal de Suez, véritable artère de la guerre qu'Hitler aurait pu prendre facilement. Il n'empêche que de l'armée libératrice qu'elle était censée devenir, les FFL du général de Gaulle sont devenus une armée coloniale d'occupation. Il y a notamment des témoignages concernant des affrontements entre le bataillon de marche numéro 2 et des bédouins locaux près d'Alep. Mais c'est surtout l'Iran qui deviendra la victime de l'ingérence occidentale. Craignant que l'Iran ne devienne un allié d'Hitler et que celui-ci ne fasse main basse sur le pétrole, les Anglais et les Russes décident conjointement d'envahir le pays lors de l'opération Coutenance d'août et de septembre 1941. Lors des accords de Téhéran du 1er décembre 1943, où est notamment décidé de la date du débarquement de Normandie, est stipulé aussi que le gouvernement des États-Unis et de l'URSS et du Royaume-Uni partagent entièrement le désir du gouvernement de l'Iran de maintenir son indépendance, sa souveraineté et son intégrité territoriale. Or, à la fin de la guerre, les armées russes d'occupation restent sur le territoire. C'est ce qu'on a appelé la crise irano-soviétique, et c'est l'une des premières grandes crises de la guerre froide. Les Russes, en occupant certaines régions iraniennes, voulaient qu'elles fassent sécession et créer des États communistes. Heureusement, après une escalade vers la guerre, les Russes se retirent du territoire. La troisième grande ingérence proviendra du coup d'État contre Mohamed Mossadegh, organisé par la CIA. 2 ans auparavant, Mossadegh avait nationalisé le pétrole iranien.
Les sociétés étrangères voyaient d'un mauvais œil cet état de fait, et notamment les Américains. Le coup d'État consacre le pro-occidental Mohammad Reza Pahlavi, alors Shah d'Iran, à la tête du pays. Malheureusement, Pahlavi se révélera être un dictateur autocratique qui menait des répressions contre son peuple, mais aussi occidentalisait beaucoup trop son pays, ce qui favorisait les extrémistes religieux. Et en 78, une révolution éclate. Le Shah est obligé de se réfugier aux États-Unis en janvier 1979, pendant que Khomeini devient le guide suprême de l'Iran. Pendant ce temps, en Irak, Saddam Hussein est installé au pouvoir par les Américains. S'ensuivra une prise d'otage à l'ambassade américaine et en Iran et la première et la deuxième guerre du Golfe. Quant à la troisième guerre du Golfe, elle s'ensuivra par un mensonge concernant des armes de destruction massive en Irak. De 2003 à 2011, les États-Unis et ses alliés, dont l'Angleterre, dépèceront un pays qui deviendra vite exsangue. Et il y a quelques mois, nous avons frôlé la quatrième guerre du Golfe, alors que Trump faisait assassiner le général Soleimani sur le sol souverain d'Irak. Soleimani, qui avait été l'une des figures fortes du régime irakien, et alors que le pays était en passe de se démocratiser, cet événement aura permis à la population de se regrouper autour d'un régime totalitaire qui était, avant la mort de Soleimani, affaibli. Et le régime d'Ali Khomeini s'en est trouvé grandi. Car à force d'ingérence, on finit par créer des dictatures. Et là où il y a du pétrole, il y aura toujours des conflits. Et quand le pétrole cessera de couler aussi le sang. Toutes les ingérences qui ont frappé ces pays proviennent du traité de Sèvres, le premier jalon, la première boucle de la chaîne. L'opération Source de paix de la Turquie contre les Kurdes est d'ailleurs édifiant, et nous enseigne qu'au Moyen-Orient, la Première Guerre mondiale n'est toujours pas terminée.